BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview qui devient un peu la maxi interview puisque c'est de 18h30 à 19h. Et puis je vous souhaite une excellente année, j'ai envie de dire à nouveau quart de siècle puisque nous sommes en 2025 avec peut-être un peu plus de sérénité. En tous les cas, c'est ce qu'on peut nous souhaiter, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Ça va être un petit peu difficile ce soir parce que nous allons parler de la réforme introuvable, de la réforme budgétaire avec celui qu'on appelle l'influenceur des finances publiques, le geek des finances publiques. Bonsoir François Ekal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association FUPECO et vous êtes ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. J'ai envie de dire à quoi vous avez servi lorsqu'on voit un peu l'espèce de bordel ambiant sur le plan budgétaire. Vous savez, aujourd'hui, Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie et des finances, qu'on connaît bien ici à BFM Business, il a reçu le MoDem, le Parti socialiste, ensuite les autres partis viendront. Demain, c'est les syndicats, le patronat, pour tenter de trouver un consensus. On a un peu l'impression que c'est le consensus introuvable. Lui, il a déjà un petit peu rectifié le tir par rapport à Michel Barnier et Antoine Armand, puisque, a priori, on serait sur un déficit budgétaire en 2025 entre 5 et 5,4. Ça ne dépasserait pas 5,5. Vous allez nous dire si c'est crédible ou pas. Je vous propose qu'on l'écoute. Était ce matin chez nos confrères de France Inter. On va l'écouter, puis après je compte bien sur vous pour nous dire cash ce que vous en pensez. En 2024, le déficit sera probablement autour de 6,1%. Un ajustement, il se mesure en écart. Si on vise 5%, c'est un écart de plus de 1%, c'est considérable. Je pense que c'est trop. Parce qu'il faut aussi soutenir l'économie. Moi, je pense à nos entreprises qui sont... Il ne faut pas casser la croissance. Il ne faut pas casser la croissance. Il faut protéger la croissance. C'est les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et donc, on vise un déficit, avec le Premier ministre, le chiffre n'est pas encore complètement calé, qui se situerait entre 5 et 5,5%. C'est ça dans cette fourchette, donc avec un petit peu plus de souplesse que ce que le gouvernement de Michel Barnier avait prévu. De la souplesse, François Ekal, il a raison. Est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne d'Éric Lombard et il a raison d'utiliser des mots plus prudents, en tous les cas, que ceux de Michel Barnier ou d'Antoine Armand ? Je pense qu'il se fixe un objectif raisonnable. Le déficit pour 2024, il est prévu à 6,1% du PIB, mais on ne sait pas encore. L'INSEE le dira fin mars. Il peut être de 6, 6,1, 6,2, peut-être 6,3. On ne sait pas bien. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est, comme il le dit, c'est l'écart entre ce qui est prévu actuellement pour 2024 et ce qu'il prévoit pour 2025. Donc, je comprends qu'il cherche à réduire le déficit de 0,7, 0,8 points de PIB pour revenir à peut-être entre 5 et 5, peut-être 5,3. Voilà, donc une réduction du déficit de cet ordre, ça me paraît raisonnable pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que la croissance va être faible quand même en 2025. C'est quoi vos estimations ? Parce qu'on voit bien que justement, c'est entre 0,8 et 1, quoi, oui, grosso modo, de croissance. Et encore, arriver à 0,8, c'est pas forcément évident. Ah bon ? Donc, tout ce climat d'incertitude sur les hausses d'impôts, les économies sur les dépenses, c'est jamais propice à l'investissement pour les entreprises. L'incertitude, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Donc on peut craindre quand même que la croissance soit quand même assez nettement inférieure à 1%. Moi, je ne fais pas de prévision, mais voilà, je suis quand même relativement inquiet sur les perspectives de croissance. Donc dans ces conditions, avec une croissance faible, par ailleurs, pour arriver à une croissance faible, pour arriver à réduire le déficit de 0,7 ou 0,8 points de PIB, il faut faire un effort qui est, pour moi, de l'ordre de 25 milliards d'euros. Alors, je sais que le chiffre, il a prononcé le chiffre de 50 milliards. 50 milliards, là, on était sur 60 milliards avec Michel Barnier. On sentait bien que c'était un peu infaisable. Mais... non seulement c'était infaisable, mais surtout, ce chiffre, moi, je toujours considéré que ce chiffre ne voulait pas dire grand-chose. Le 60 milliards de Michel Barnier, le Haut Conseil des finances publiques, a dit qu'en réalité, c'était 42, dont 30 milliards de hausse d'impôts et 12 milliards d'économies sur les dépenses. Moi, je pense, comme le Haut Conseil, c'était plutôt 42. Et là, je pense que pour
pour atteindre cet objectif de déficit, on n'a pas besoin de faire un effort de 50 milliards, on a besoin de faire un effort d'à peu près la moitié, de plutôt de 25 milliards. Ah bah c'est plutôt rassurant ça, François Écal. C'est déjà beaucoup, c'est énorme déjà. C'est énorme parce qu'il faut voir que dans le projet Barnier, il y avait un certain nombre de mesures de hausse d'impôts, par exemple, qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'il est trop tard. Il y avait des économies qui étaient envisagées, par exemple, sur les retraites. On va revenir là-dessus, évidemment. Une indexation retardée des retraites, on ne le fait pas, ça y est. La revalorisation, elle a lieu là au 1er janvier. Donc il y a des économies qu'on ne fera pas, des hausses d'impôts qu'on ne fera pas. Donc dans ces conditions, arriver à 25-30 milliards d'efforts au lieu des 42 que prévoyait Barnier, ça me paraît raisonnable. Et puis ça, politiquement, ça sera aussi difficile d'arriver à obtenir un vote du Parlement sur cet effort. Oui. Parce qu'il y a des lignes rouges dans tous les sens, comme on le voit, voilà, et donc ça va être de tout aussi difficile que pour Michel Barnier. Et des grosses lignes rouges, on l'a vu ce matin et on le verra dans un instant, un peu les pistes sur le budget qu'on a vu. Juste un point. D'abord, est-ce que, à votre avis, les finances publiques se sont encore dégradées? Parce qu'on sait que le coût de la dissolution, enfin de l'inertie dans lequel la France elle est encalaminée en fait depuis le 9 juin dernier. Hein. Et là, en plus, pendant le fait d'avoir de nouveau cette motion de censure contre le gouvernement, la nomination d'un François Bayrou qui a traîné, la nomination d'un gouvernement qui a encore traîné, ça a forcément un impact sur la dégradation des finances publiques. Bien sûr. J'avais fait le petit calcul un peu théorique consistant à dire quel serait le déficit public si on vivait toute l'année 2025 sous le régime de la loi spéciale, c'est-à-dire avec une loi qui, pour ce qui est des dépenses de l'État, est assez stricte, puisque on revient au crédit voté pour 2024, pas plus. Et donc, du point de vue des dépenses de l'État, c'est assez strict. Mais en revanche, on abandonne toutes les hausses d'impôts, les 30 milliards de hausses d'impôts quasiment qui étaient prévus dans le projet Barnier. On a l'indexation des retraites qui est automatique. Donc le calcul que j'avais fait montrait que sans toucher à la croissance, sans même réviser les perspectives de croissance, on était à 5,8% du PIB assez automatiquement. Voilà, si on restait sur ce régime de loi spéciale jusqu'à la fin de l'année. C'est théorique, bien sûr. Il faut espérer qu'on aura quand même une loi de finances avant la fin de l'année. Mais ça montre, voilà, c'est une façon d'exprimer en effet le coût de la dissolution, de la censure. Juste avant de revenir sur les différentes pistes qui sont envisagées, avec des pistes, il l'a dit clairement, Éric Lombard, le ministre de l'économie, qu'il ne fallait pas taxer trop les entreprises, parce que c'est il vient de la Caisse des dépôts, c'est comme ça qu'il était, je l'ai reçu juste avant les fêtes, en tant qu'encore directeur général de la Caisse des dépôts, juste avant sa nomination. Il a dit il ne faut pas trop taxer les entreprises. En même temps, Amélie de Montchalin, on l'écoutera dans un instant, on dit il ne faut pas toucher aux classes moyennes. On voit que l'équation, elle est quand même un peu très très compliquée pour ce dry January budgétaire, si j'ose dire, de François Bayrou. Juste, vous avez écrit une tribune que je recommande à tout le monde dans le Point avec Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, qui du reste sera sur le même plateau de début février pour mesurer. Il est en train de mesurer l'impact de la politique de Donald Trump avec ses fameux tarifs sur l'Europe. Il viendra tout nous expliquer. Mais vous écriviez il y a quelques jours, il faut trouver 150 milliards pour remettre un peu en ordre les finances publiques. Mais où est-ce que vous les trouvez, ces 150 milliards? Il faut trouver, pour simplement stabiliser la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut. Aujourd'hui, elle est à 110%. Pour simplement la stabiliser à ce niveau, il faudrait faire un effort de 4 points de PIB. Ça fait 120 milliards. Si par ailleurs on pense qu'il faut augmenter les dépenses en faveur du changement climatique, les dépenses militaires, voilà, on arrive à 150. 150 milliards, c'est colossal. C'est colossal. Ce qu'on dit, c'est que dans ces conditions, on n'évitera pas quand même de faire... Il faudrait mieux le faire par des économies sur les dépenses, mais on n'évitera pas quelques hausses de prélèvements obligatoires. On ajoute, c'est implicite dans le papier, mais on ne propose aucune mesure de hausse des prélèvements obligatoires sur les entreprises, parce qu'on a un problème de compétitivité, de déficit récurrent de nos échanges extérieurs, et c'est pas en augmentant les coûts des entreprises, en les taxant plus, qu'on va résoudre ce problème. Je dirais même par une taxation
exceptionnelle et supposée provisoire, comme l'était la majoration de hausse de l'impôt sur les sociétés prévue par le gouvernement Barnier. Le provisoire en France a souvent tendance à durer. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il faut l'éviter. Donc si on ne le fait pas sur les entreprises, il faut le faire sur les ménages. Les ménages, on pense évidemment aux riches. Mais donc oui, il y a des choses à faire sur la taxation des plus riches, bien sûr, mais on ne va pas trouver 20 ou 30 milliards de cette façon. Oui, donc je pense qu'on n'évitera pas des impôts plus larges. Oui, mais c'est ce qu'a notamment, par exemple, c'est ce que vous proposez, hein, une augmentation un peu du taux de TVA. Mais enfin, là, déjà qu'on n'arrive pas à faire passer le budget, il y a déjà eu une motion de censure, un gouvernement qui est tombé. Là, il y aura un deuxième, un troisième qui va voir, en attendant peut-être la démission du président de la République, ce qu'on ne souhaite pas en tous les cas. Parce que c'est intenable ce que vous dites. Ça va que vous êtes des économistes, vous n'êtes pas des politiques. Non, mais on est parfaitement conscient que c'est totalement politiquement irréaliste et qu'on ne le fera pas. Donc personnellement, moi je pense en effet qu'on ne fera pas cet effort. Donc on n'y arrivera pas. Même sur étaler, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de le faire sur un an, il s'agit de le faire sur 7 ans, voire sur 10 ans. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas et donc la dette publique va continuer à augmenter. Pour moi, c'est inévitable. Ouais. Avant, en 2027 ou 2028, elle sera à 120% du PIB, puis ensuite elle continuera en 2030, on rattrapera l'Italie, on dépassera l'Italie. Justement, François Ekal, juste avant d'aborder les différentes pistes qu'a un peu soulevées ce matin Amélie de Montchalin, et vous nous direz, et qui prolonge ce que vous venez de dire. Quand vous regardez l'Espagne qui est devenue le nouvel Eldorado européen, c'est ça qui est assez drôle, hein, et ben eux, ils n'ont pas de budget depuis de 12 mois, je crois. Donc finalement, on peut très bien se passer le budget, non? Oui, les Belges ont vécu sans gouvernement et sans budget pendant 18 mois. La situation économique de la Belgique, elle n'est pas florissante. Donc, oui, mais ils ne se sont pas si mal débrouillés pendant la période sans gouvernement. Mais c'est le paradoxe de la loi spéciale, hein, comme je disais. Du point de vue des dépenses de l'État, c'est très strict, hein, la loi spéciale. Le problème, c'est que ça ne suffit pas pour réduire le déficit en France. Donc, en résumé, ce que vous avez dit sur cette première partie, où on essaie de chiffrer un peu le montant des économies à faire et puis les perspectives de déficit des finances publiques, vous nous dites, c'est pas 50 milliards, en fait, ça va être 25 milliards. Hein, on est bien d'accord. Et c'est déjà beaucoup. Et ça va déjà être très difficile à trouver. D'accord, ok, donc très difficile à trouver. Je voudrais qu'on écoute maintenant Amélie de Montchalin, parce qu'ils étaient tous de sortie ce matin. Elle était chez nos confrères des 4 vérités, où elle a donné un peu quelques pistes. Mais surtout, elle a dit, il ne faut pas taxer les classes moyennes. Mais alors, qui faut-il taxer? On écoute Amélie de Montchalin et après, vos réponses. Oui, on va présenter des mesures d'économie. Parce que notre boussole, c'est que la solution, c'est pas de taper sur le pouvoir d'achat des Français. La solution, c'est pas des impôts sur les classes moyennes. La solution, c'est de faire des économies. Et des économies pour rendre l'argent public efficace partout. On veut pas créer des impôts nouveaux, mais pour les hauts revenus, tout le monde doit payer sa part. Et moi, j'ai une conviction, je crois, qui est très partagée par tout le monde, c'est que pour que le système fonctionne, tout le monde doit payer l'impôt qui est sur la table. Bon. Là aussi, ça vous inspire quoi? Ce que ça m'inspire, c'est que quand on dit on va faire des économies, il faut quand même avoir en tête que les dépenses publiques, ce sont des euros qui vont dans la poche de ménages ou d'entreprises. Quand on fait des économies, c'est des euros en moins pour des gens. Donc ça a un peu le même effet sur le pouvoir d'achat, bien souvent, que d'augmenter les impôts. Si vous faites des économies sur les retraites, sur l'assurance maladie ou sur les rémunérations des fonctionnaires, il y a des gens pour qui ça veut dire moins de pouvoir d'achat, exactement comme si vous augmentez un impôt. Donc, je ne pense pas que... donc je me méfie de ce discours qui consiste à dire on ne va pas augmenter les impôts sur les classes moyennes, donc réduire leur pouvoir d'achat, on va faire des économies. Mais on ne peut pas éviter des économies qui pèsent un peu sur tout le monde. Oui, quand même, François Ekal, la question qu'on peut se poser, c'est, vous dites, moi en vous écoutant, vous me dites, on ne peut pas faire d'économie. Je ne sais pas, je veux dire, lorsqu'on regarde, on peut faire... Normalement, il y avait 5% d'économie qui était demandée aux collectivités locales, parce que vous regardez le nombre d'embauches qu'elles font. Lorsqu'on voit les budgets des différents ministères, il y a de la marge, non? Pour vous, il y en a pas. Bien sûr qu'il y a il y a beaucoup d'économies à faire. C'est ça, pour ça que je ne comprenais pas très bien vos propos. Mais elles sont très difficiles. Oui. Et même, regarde, par exemple, si vous voulez faire des économies sur les dépenses de personnel des collectivités locales ou de l'État, les dépenses de personnel, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires que vous n'allez pas recruter ou des fonctionnaires que vous allez moins payer. Donc ce que je veux dire, c'est que ça va
quand même toucher des gens, y compris dans les classes moyennes. Voilà. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ça sera difficile pour tout le monde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'en effet, à force de dire qu'il ne faut toucher personne, surtout pas les classes moyennes, uniquement les riches, bon, voilà, donc ça sera très difficile. Mais cela dit, qu'est-ce qui est, en termes de croissance peut-être, de déficit, qu'est-ce qu'il faut mieux? Est-ce qu'il faut mieux taxer les entreprises, quitte à dire on s'engage à ce qu'il y a, ça soit provisoire, même si vous y croyez pas trop, parce que les entreprises, on se souvient des propos de Patrick Martin, le président du MEDEF, il disait s'il faut faire un effort, on va donner notre quote-part au redressement de la France, on est prêt à le faire. Après, il s'est fait un peu taper sur les doigts. Enfin bon, est-ce qu'il faut mieux ça plutôt que de taxer les Français? Parce que là, on voit bien qu'on parle de 600 000 Français qui rentreraient dans l'impôt sur le revenu. C'est quand même énorme. Oui, mais quand on augmente les coûts des entreprises, on les taxe en plus. On réduit leur compétitivité, donc elles ont une activité moindre, elles recrutent moins. Ça finit toujours par se retourner contre les salariés et les Français de manière générale. Ou alors elles augmentent leur prix, parce que leurs coûts augmentent, elles augmentent leur prix, c'est les consommateurs qui payent. Donc la distinction entre prélèvement sur les ménages et prélèvement sur les entreprises, elle est quand même un peu artificielle. Beaucoup d'économistes vous diront qu'à long terme, que l'on prélève sur les entreprises directement par des impôts sur les entreprises ou qu'on prélève sur les ménages, à long terme, c'est quand même toujours les ménages qui payent un jour ou l'autre. Est-ce qu'il faut, parmi les propositions qu'avait faites Michel Barnier, il y avait la question de la taxe sur l'électricité, après c'est abandonné. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne chose, vous nous direz ça tout de suite. Et puis il y a la question aussi sur les exonérations de cotisations patronales, vous savez, autour du SMIC. Là, ça permettait de faire beaucoup d'économies. Est-ce que vous êtes favorable ou pas? Qu'est-ce que vous retenez de positif dans les économies? Alors, la taxe sur l'électricité, je n'y suis pas favorable parce qu'on a l'avantage en France d'avoir une électricité très largement décarbonée grâce à l'énergie nucléaire. Donc, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, il faut plutôt encourager la consommation d'électricité. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait par ailleurs en encourageant la voiture électrique, etc. Oui. Donc, augmenter en même temps les taxes sur l'électricité, c'est quand même très contradictoire. Donc, je trouve ça incohérent. Okay. Donc, en revanche, alors, après, pour ce qui est des allègements de cotisations sociales, c'est vrai, c'est pour ça que je ne suis pas totalement fermé à des prélèvements sur les entreprises. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'efficacité des allègements à certains niveaux de salaire. Il y a eu un rapport présenté par Bozio-Vasmer qui montrait que c'était peut-être un peu moins efficace, entre 1,5 et 2,5 SMIC. Ça dépend si vous écoutez... Voilà, donc il y a peut-être des choses à faire. On ne peut pas aller très loin. Voilà, peut-être qu'on peut gagner 3-4 milliards comme ça en réduisant ces allègements. De même qu'on peut peut-être gagner 1 milliard sur le crédit d'impôt recherche en le ciblant un peu mieux. Voilà, peut-être. Mais voilà, on n'arrivera pas à 10 milliards. Demain, vous êtes comme, je sais pas, vous êtes nommé à Bercy, François Ekal. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vos économies, vous les trouvez où? Parce que là, visiblement, vous nous dites que les économies, c'est très difficile de trouver. Mais il faut bien trouver. Où est-ce que vous les trouvez? Dites-moi les 3 mesures pour les finances publiques. Je désindexe les retraites pendant un certain temps. Chaque fois que vous indexez les pensions de retraite de 1 point de moins que l'inflation, vous gagnez 3-4 milliards. 3-4 milliards, bah oui, mais on a vu où est-ce que ça a conduit Michel Barnier. Tout à fait, non, je mets totalement de côté les considérations politiques. Vous me demandez on l'a bien compris. Sur le papier. Autant pour moi, vous avez raison, autant pour moi. Allez-y. Je réduis très fortement les dotations de l'État aux collectivités locales pour les obliger à faire des économies, parce que c'est le seul moyen de les obliger à le faire. Parce que sinon, les collectivités locales, elles recrutent comme elles veulent. Elles dépensent ce qu'elles veulent. Ça y est, on a trouvé qui a fait le budget de Michel Barnier. C'est vous. C'est vous Hollande, qui avez provoqué. Je rappelle que Hollande l'a fait. Hollande a réduit les dotations de l'État aux collectivités locales de 12 milliards d'euros. Elles ont commencé par réduire leurs investissements, parce que c'est toujours le plus facile, mais après, elles ont réduit leurs dépenses de fonctionnement. Pour la première fois dans l'histoire, l'emploi public local a baissé en 2015-2016 de peu, mais il a baissé, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on peut obliger les collectivités locales à faire des économies, donc je pense que c'est nécessaire. Je pense que pour l'État peut reprendre la baisse
modérément, pas trop, mais peut reprendre la baisse de ses effectifs en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Je pense que c'est possible. Ça a été fait pendant la période de Sarkozy. On a supprimé 130 000 emplois dans la fonction publique d'État. Et notamment les policiers, on voit bien quand même ça a été une erreur. Sans doute. Je ne sais pas, même dans la police, il y a des problèmes d'organisation, de temps de travail, etc. On peut faire des gains. Moi, j'ai écrit un papier récemment dans lequel je disais, dans les services marchands, on fait à peu près 0,5% par an de gains de productivité. Si on faisait la même chose dans les administrations, à service public inchangé, ça veut dire qu'on pourrait réduire les effectifs d'à peu près 30 000 par an. Il y a 6 millions de fonctionnaires. Voilà, 1,5%, c'est 30 000 par an. On fait ça pendant 3-4 ans. On les réduit de 100 000, 120 000. Voilà, il faut souffler ça, Éric Lombard. Tiens, je vous propose d'écouter, parce que alors là, maintenant, c'est le dernier point, qui est la réforme des retraites. On sait que c'est vraiment le point crucial, notamment pour le Parti socialiste, pour la gauche de la majorité. Enfin, il n'y a pas de la majorité, si on peut appeler ça une majorité. Mais Éric Lombard a dit, en tous les cas, qu'il allait plutôt chercher un consensus à gauche que trouver un consensus avec l'extrême droite. Je vous propose d'écouter Patrick Kanner. Il est président du groupe socialiste au Sénat. Il était ce matin reçu par Éric Lombard à Bercy. On l'écoute notamment sur la réforme des retraites en disant on a peut-être une piste. Patrick Kanner. Sur la réforme des retraites, cela a été évoqué. Et la demande de suspension de la réforme dans l'attente d'une grande conférence de négociation qui a été avancée et annoncée par M. Bayrou, nous avons réaffirmé notre demande en la matière. Nous avons été, sinon entendus, en tout cas, il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite. La ministre en charge, Madame de Montchalin, n'a pas été dans le détail, mais manifestement, la pression que nous avons mise depuis le début sur ce dossier fait bouger les lignes au sein du gouvernement, et cela est tout à fait positif. Quand vous entendez ça, François Ekal, vous mettez la tête sous l'oreiller, vous dites, ça y est, on est parti, on va suspendre la réforme des retraites, qui était un peu, cette réforme, emblématique de comme quoi la France et Emmanuel Macron arrivaient à réformer la France. Donc ça plaisait beaucoup aux agences de notation. Si jamais c'est plus le cas, est-ce que c'est la catastrophe ? Alors, ça peut être un mauvais signal, en effet, mais tout dépend de ce qu'on va faire. L'essentiel, c'est pour moi de garder le cap d'un recul de l'âge effectif de départ à la retraite. C'est une des rares mesures qui permet à la fois de réduire le déficit public et d'augmenter la croissance en augmentant l'emploi. Et le taux d'emploi, voilà, c'est ça en fait. Le taux d'emploi. Si vous voulez voir, vous avez une petite bouteille à côté Merci. de vous. Le taux d'emploi, c'est ça qui pourrait... En fait, c'est la solution, c'était le pari d'Emmanuel Macron qu'il a perdu. Voilà, donc il faut garder cet objectif, mais il y a plusieurs manières d'y arriver. Dans la réforme de 2023, l'essentiel passait par un recul de l'âge minimal de départ à la retraite de 62 à 64. Voilà. Il y a d'autres options. La principale autre option, c'est d'augmenter le nombre d'années de cotisation requises, d'annuité pour avoir le taux plein. C'était déjà le cas, puisqu'on est passé en fait de 42 à 43. On pourrait jouer beaucoup plus sur ce paramètre-là. Ce qui voudrait dire le faire passer, non pas à 43, mais à plus de 45 ans pour avoir le même effet. Il y a un autre paramètre auquel on pense assez rarement, parce qu'il est technique et très mal connu. Si vous partez après l'âge minimal, mais sans avoir le nombre d'années requises pour avoir le taux plein, vous avez une décote sur le montant de votre retraite. Et si au contraire, vous partez avec plus d'années de cotisation que le nombre d'annuités nécessaires, vous avez une surcote. On peut jouer aussi sur la décote et la surcote, augmenter les deux, de façon à inciter les gens à partir plus loin. Donc je pense... Augmenter la décote, par exemple. Augmenter la décote et augmenter la surcote et augmenter aussi la surcote en parallèle. Oui. Donc il y a des options techniques qui permettent de maintenir le cap du recul effectif. Ce qui compte, c'est l'âge effectif auquel les gens partent, quels que soient les moyens qu'on utilise pour y arriver. Donc il faut garder ce cap, et on peut peut-être le faire par d'autres instruments. Il y a tout un débat, beaucoup de politiques, d'économistes vous diront par exemple que jouer sur le nombre d'annuités, c'est plus juste
que jouer Bien sur sûr. l'âge minimal. Parce qu'en jouant sur en augmentant... Les carrières longues, par exemple, ça rentre tout de suite en ligne de compte. Exactement. Voilà, ça pénalise moins ceux qui ont fait des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt. Ça pénalise plus les cadres. Tant pis pour les cadres. Voilà, donc beaucoup considèrent, à gauche notamment, que c'est plus juste de jouer, enfin d'utiliser cette option augmentation du nombre d'annuités requises. Donc si c'est vers cela qu'on s'oriente, pourquoi pas? Très bien. C'est gérable. Juste une dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette interview, François Ekal, c'est que parce qu'en fait, pourquoi tout de suite, par exemple, le gouvernement de Michel Barnier a parlé de taxes d'imposition et de taxes sur les entreprises? C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à faire que des économies, parce que des économies de structure, ça se fait pas en un claquement de doigts, non? Enfin, je veux dire, il faut l'étaler en tous les cas. Bien sûr, non, mais je comprends tout à fait le raisonnement qui consistait à dire, de la part du gouvernement Barnier ou du gouvernement actuel, voilà, on a eu 15 jours pour préparer un budget, c'est pas en 15 jours qu'on prépare une des grandes réformes sur la fonction publique. Donc, le plus simple, c'est d'augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés en faisant payer aux entreprises avec le dernier acompte. Donc, c'est extrêmement simple. Donc, je comprends qu'on commence par ça. Après, on le voit bien, on le paye aujourd'hui. Mais voilà, il faudrait vraiment que ça reste exceptionnel, ce qui n'est pas évident. Et à supposer qu'il y a une motion de censure, c'est 14 janvier, un discours de politique générale. J'en profite pour vous dire que émission spéciale sur BFM Business, bien sûr, vous pourrez l'écouter et après on sera tous ensemble pour décrypter les grands enjeux. Si discours de politique générale, motion de censure qui est déjà déposée pour le 16 janvier, si ça passe pas, c'est quoi votre scénario ? C'est là, ouais. On est mal. On est mal. On est mal. Non, le Macron peut encore essayer de nommer un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement. Enfin, il y a un moment où on aura un peu épuisé le personnel politique et puis surtout quelle est la solution. Absolument. On est mal. Merci beaucoup François Ekal. En tous les cas, en cette rentrée, on a bien compris les grands enjeux avec vous et vous avez bien fait tester là où il y avait des pistes et là où au contraire ça ne servait pas à grand chose. Merci d'avoir été avec nous dans cette grande interview sur BFM Business. Tout de suite, vous retrouvez les experts et Guillaume Paul. À demain. La grande interview sur BFM Business.